Bonjour Jean Geniot, j'ai le plaisir de discuter avec vous aujourd'hui d'un livre que vous avez publié en 2015 dans la collection La Traversée, publiée chez Weyrich. Il s'agit des Chapeaux rouges. Et pour commencer cet entretien, je voudrais lire quelques lignes de la première page du livre. Isabelle vit avec sa grand-mère. Son papa et sa maman sont morts dans un terrible accident de voiture. Isabelle était bébé lorsque l'accident est arrivé. Elle était assise à l'arrière de la voiture, elle a survécu, c'est un miracle. Après le choc de l'accident, un médecin a examiné le bébé. On s'est rendu compte qu'Isabelle ne voyait plus, elle était devenue aveugle. Alors, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, de ses premières pages, c'est ce style qui est extrêmement fluide, qui est direct, qui donne un très grand rythme au texte parce qu'il est fait de phrases très simples qui s'enchaînent. Et j'aurais voulu savoir comment et pourquoi vous êtes arrivé à ce style et quel a été ce travail spécifique sur la langue qui a caractérisé ce livre, Les Chapeaux rouges. Alors, en réalité, c'était une des consignes qui était donnée par les éditeurs de cette collection, à savoir les éditions Olivier Weyrich et l'association Lire et écrire Luxembourg. Ce sont des consignes qui ont été données à tous les écrivains de la série, il y en a de nombreux maintenant, d'écrire de vrais romans, mais en utilisant une langue qui soit suffisamment simple, limpide et claire pour qu'elle puisse être lue par le public auquel ces livres s'adressent, c'est-à-dire au départ des adultes en phase d'alphabétisation, en apprentissage de l'alphabétisation, donc des adultes qui se sont trouvés par les hasards de la vie à dissimuler pendant une partie de leur existence qu'ils ne savent ni lire ni écrire et qui à un moment donné ont ce déclic et ce courage de franchir la porte de centre d'alphabétisation et de se dire je veux maintenant apprendre à lire et à écrire. En général, cela intervient dans la vie de ces personnes lorsque les enfants qu'ils ont commencent la scolarité et qu'ils se sentent pressés et je dirais presque moralement obligés de pouvoir être à la hauteur de leurs enfants dans les tâches scolaires. Donc, pour revenir à la question sur la langue, sur le phrasé, une des consignes est d'utiliser des phrases simples, des phrases courtes et des phrases qui peuvent s'apparenter au langage oral, qui est celui qui est le plus familier de ces lecteurs vers lesquels ce livre s'adresse. Alors, vous soulignez que cette collection s'adresse aux adultes qui apprennent à lire. Et effectivement, ce qui est très stigmatisant pour ces adultes, c'est que souvent, leur seule possibilité, c'est d'apprendre dans les livres de leurs enfants, dans les livres écrits pour enfants. Ce n'est pas très gratifiant. Et justement, cette collection, La Traversée, qui reçoit le prix Joseph Hans pour couronner cette action sociale et pédagogique menée à partir de la littérature, a comme spécificité qu'elle va éveiller à la lecture, permettre d'apprendre la lecture, mais permettre aussi d'apprendre le plaisir de la lecture. Et ce qui m'a frappé en parcourant les titres de la collection, c'est la très grande variété générique des livres. Il y en a absolument pour tous les goûts. Est-ce que c'était aussi quelque chose qui était présent dans vos relations, dans vos discussions avec les personnes de lire et d'écrire, ou peut-être avec les apprenants que vous avez pu rencontrer? Alors absolument, le principe éditorial de cette collection est de réaliser de vrais livres, de vrais romans, qui donc appartiennent à toute une série de catégories de romans ou de genres de romans. Ainsi, comme vous l'identifiez très bien, il y a plusieurs genres. Il y a des romans d'aventure, il y a des romans historiques, il y a des romans de science-fiction. Le mien est plutôt un roman d'amour, une comédie souriante. Et ça, c'est une des premières nécessités de cette collection, telle qu'elle a été mise en place dès le départ, et par ailleurs d'offrir aussi à ceux qui vont être les lecteurs des livres d'un abord non intimidant, je dirais. Il ne faut pas oublier que les personnes qui sont en contact avec ce processus d'alphabétisation, comme vous le disiez, les livres auxquels ils avaient accès avant cette collection étaient soit des livres d'enfants, donc qui était un peu, je dirais, débilitant parce que ce n'est pas à leur niveau d'exigence d'adultes, ou alors par ailleurs des livres auxquels ils n'avaient pas accès parce qu'ils étaient trop complexes ou parce qu'ils étaient trop, ne serait-ce que trop gros par exemple.
les éditeurs ont souhaité que cette collection soit une collection qui soit aussi techniquement accessible. Par exemple, ce sont des volumes courts qui ne sont pas imposants. On ne se dit pas en commençant le livre qu'on n'arrivera jamais au bout. Il faut se mettre à la place de celui qui découvre la littérature à travers ses premiers romans. Et alors, y compris au niveau de la typographie est une typographie qui est conçue et qui est choisie pour être aisément lisible. Pour qu'il n'y ait, en réalité, l'idée derrière cette démarche est de n'installer aucun obstacle entre le futur lecteur et le plaisir de la littérature. Oui, ce qui m'a frappé d'ailleurs en lisant votre livre, c'est cette linéarité. Dès que l'on a commencé la lecture, on est accroché, on suit le livre, on suit les protagonistes. Et je me suis demandé si, en plus des questions de langue que vous aviez travaillées, s'il y avait des consignes au niveau de la structure du récit pour avoir cette fluidité, cette linéarité qui rend la lecture extrêmement dynamique et simple. Alors oui, effectivement, une des autres contraintes stylistiques, cette fois-ci, ou narratives, est de demander aux écrivains d'utiliser dans la narration une fluidité chronologique, de ne pas faire de flashback, de ne pas utiliser des allusions métaphoriques, et donc de vraiment travailler dans la continuité chronologique des différents épisodes du roman, ce qui, à mon avis, justifie, explique un peu cette sensation d'une continuité extrêmement fluide d'un des épisodes à l'autre ou d'un personnage à l'autre. L'autre exigence qui contribue aussi à ce phénomène est le choix d'un vocabulaire non seulement simple, familier, il est inutile de faire un effet de style en utilisant des mots rares dans un roman comme ceux de cette collection-là. Au contraire, la contrainte d'utiliser des mots simples chaque fois contribue aussi au fait qu'il y a une sorte d'aisance à suivre le fil de la phrase, le fil du paragraphe. Et cela y contribue. Le troisième et dernier élément qui y contribue, me semble-t-il, est le fait que chaque phrase est constituée de mots qui sont toujours dans la même disposition, sans incise, sans proposition subordonnée, donc sujet, verbe, complément. Et de ligne et de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe, on avance ainsi progressivement à un rythme qui est un rythme tout à fait simple, tout à fait limpide. Un dernier point qui est un peu de détail plus technique, mais qui a une influence aussi, c'est le fait que tous les mots sont utilisés dans leur sens premier. Aucun mot n'est utilisé dans un sens figuré ou dans un sens allusif qui échapperait à la compréhension du lecteur, qui, rappelons-le, est au départ un adulte en voie d'alphabétisation, donc qui ne maîtrise pas tout ce que plusieurs années de lecture nous permettent à des personnes qui n'ont pas subi cette mésaventure d'être analphabètes. Nous avons une telle expérience de la lecture que nous pouvons aborder des manières de fonctionner beaucoup plus compliquées. Alors, on imagine l'extrême difficulté pour arriver à cette simplicité, à cette apparente simplicité, la manière dont il faut aller, dans le fond, à l'encontre d'habitudes d'écriture que l'on peut avoir en tant qu'écrivain et la vigilance qu'il faut avoir pour l'usage de chaque mot. Est-ce que cette expérience d'écriture tout à fait singulière a eu une influence sur la suite de votre écriture et sur vos livres suivants, sur d'autres projets peut-être Alors, c'est tout d'abord une très grande leçon d'humilité parce que à l'époque où moi j'ai écrit ce livre, et j'imagine qu'il en est de même encore aujourd'hui, la personne qui était en charge de l'édition, dans le sens américain, anglo-saxon du terme, était extrêmement sévère, extrêmement tenace et pugnace. Dès qu'un mot échappait à la compréhension immédiate, il fallait l'éliminer. Dès qu'une phrase échappait à la règle de la simplicité, de la succession sujet-verbe complément, il fallait l'éliminer. Dès qu'en fait un écrivain
commençait à faire de la littérature, il fallait vraiment revenir en arrière et revenir à la simplicité élémentaire. Et d'une certaine manière, c'est une très belle leçon de, non pas seulement d'humilité littéraire, mais aussi de style littéraire. Et vous vous souvenez de la phrase que Colette disait, enfin que l'on prête à Colette, disant à Georges Simenon, le jeune écrivain qui venait lui demander conseil, Colette lui a dit: écoutez, mon cher, mon petit Sim, si vous voulez faire de la littérature, eh bien, éliminez la littérature. Ou, je cite de mémoire la formulation. Et c'est un peu à ça qu'on arrive. Et je remercie vraiment la personne qui était l'éditrice à l'époque de ce livre-ci en particulier, parce qu'elle n'a jamais lâché prise et elle a vraiment chaque fois insisté pour que je fasse l'effort d'aller vers ce qui était demandé. Alors pour ce qui est des autres livres que j'écris par la suite ou des autres nouvelles que j'écris par la suite, effectivement, je me suis souvent souvenu de cette leçon-là d'humilité linguistique, parce qu'on se rend compte que finalement, on en dit autant avec une ligne claire qu'avec une ligne compliquée, sophistiquée, allusive, qui souvent provoque un effet d'entre-soi, alors qu'ici, cette collection est vraiment une collection ouverte à tous, y compris à ceux qui pourraient sembler être les plus démunis devant la littérature. Alors, comment s'est passé concrètement ce travail en amont du texte? C'était des contacts avec une seule personne au sein de la collection Lire et écrire? Alors, en amont du texte, il y a eu d'abord le contrat, l'engagement de l'auteur et de la maison d'édition de travailler suivant les consignes qui ont été données. Et puis, il y a eu deux étapes en amont qui, pour moi, ont été essentielles. La première est de rencontrer une première fois un petit groupe de personnes qui sont susceptibles d'être les futurs lecteurs du futur livre. Donc, avant que le livre ne soit écrit, de rencontrer un peu un échantillon, en quelque sorte, de ce public auquel nous allons nous adresser et avec lequel nous ne sommes pas nécessairement familiarisés. Alors, j'étais très touché par cette rencontre, d'abord parce que je voyais des personnes qui avaient une sorte d'appétit pour le projet, qui était vraiment porteur dans leur enthousiasme, leur attente était quelque chose qui était extrêmement stimulant. Et la manière dont les deux étapes de cette rencontre sont d'une part que l'auteur se présente, c'est une démarche qui permet aussi de démythifier l'auteur et de la même manière que l'on démythifie le livre en faisant un objet qui n'est pas trop impressionnant, trop volumineux, trop intimidant, de la même manière, cette rencontre avec l'auteur permet de rencontrer des gens comme vous et moi et qui sont tout simplement à la disposition des 3 ou 4 lecteurs qui étaient réunis là. La deuxième approche était dans mon cas, je leur ai proposé 3 scénarios différents pour 3 romans différents, en leur disant, voilà, en fait, un roman, c'est quoi, selon moi? C'est raconter une histoire, et c'est écrire cette histoire pour que vous puissiez en prendre connaissance par la lecture. Et donc, je vais d'abord vous raconter 3 histoires. Et donc, je lui racontais 3 histoires. Je ne me souviens plus des 2 autres, hormis celle des chapeaux rouges. Et puis, je leur ai demandé de choisir parmi les 3 histoires celle qui leur semblait la mieux correspondre à ce qu'ils aimeraient lire. Et donc, c'était assez amusant parce que comme personne n'osait dire je préfère celle-là, j'ai procédé à une sorte de vote démocratique et à chacune des propositions, toutes les personnes levaient toute la main en ne voulant pas me décevoir, en disant non, celle-là, j'aime moins. Ce qui veut dire que finalement, j'ai choisi l'histoire des chapeaux rouges, mais en y intégrant quelques éléments des 2 autres histoires. Et c'était une rencontre très, très touchante, je vous le dis, parce qu'en plus, ça oblige à préparer en tant qu'auteur et à réfléchir un peu en amont à l'impact potentiel d'une invention, d'une histoire qui n'existe pas encore. Ça, c'est très intéressant. C'est une véritable originalité de la collection de créer ce lien direct entre l'écrivain et ses futurs lecteurs en amont du texte, dans une sorte de collaboration. Et est-ce que ce contact avec les lecteurs s'est prolongé en aval du texte, puisqu'on sait que l'association Lire et écrire développe des projets autour de l'alphabétisation à partir de ces livres-là?
Alors oui, effectivement, donc il y a, une fois le livre publié, il y a une série de présentations du livre qui s'effectuent devant des personnes, lecteurs, lectrices, qui font partie de l'association Lire et Écrire. Et donc il y a des présentations de livres, un peu comme on le ferait dans un salon du livre ou dans une foire du livre. Mais en ce qui concerne plus particulièrement le livre Les Chapeaux Rouges, j'ai eu la chance de vivre une expérience un peu inattendue dans le prolongement de ces réunions habituelles pour l'association Lire et Écrire. Il se fait qu'un des personnages de mon roman, comme vous l'évoquiez au début, est cette petite fille qui devient aveugle suite à un accident de voiture. Et donc, mon personnage central est une jeune femme aveugle et j'ai été sollicité par des associations de non-voyants qui m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser mon livre comme étant une des portes d'accès pour la littérature, pour un public de non-voyants. Et donc, j'étais très, très touché que cette ASBL qui s'appelle Le Troisième Œil et qui est une ASBL spécialement conçue pour stimuler l'apprentissage et le goût et la pratique de la littérature pour les non-voyants, m'ait sollicité pour venir et présenter le livre et rencontrer des membres de cette association. Et puis, j'ai eu vraiment une émotion très forte à découvrir qu'ils avaient fait une série d'adaptations du roman, une adaptation sous la forme, une traduction en langage braille, ce qui est plus traditionnel, mais également une adaptation en radio. Ils préparaient une adaptation au théâtre qui n'a pas encore eu lieu, mais une quatrième adaptation à laquelle ils se sont consacrés, une adaptation en théâtre japonais. J'oublie toujours la formule en kabi. En kabushkai. Voilà, avec des panneaux. Donc le système est le système de ces petits castellets de théâtre que des conteurs utilisent pour un public d'enfants en Chine ou au Japon, est de présenter des images aux enfants, des images illustrant l'épisode du conte qui est raconté. Évidemment, face à un public d'aveugles, il faut adapter ces castellets et ces planches d'illustration. Et donc j'ai découvert que les équipes de l'ASBL Le Troisième Œil avaient créé des planches d'illustration en bois, mais en relief. Et donc, on pouvait suivre l'histoire en parcourant avec les doigts, avec la paume des mains, les reliefs de ces planches qui racontaient l'histoire. Et je dois dire que l'expérience d'avoir les yeux bandés et puis de devoir découvrir sa propre histoire en la parcourant des doigts est quelque chose qui est une expérience très, très touchante, très émouvante, que j'ai eu le plaisir de connaître. Oui, votre livre est un conte, enfin on parlait du genre, moi je l'ai lu un peu comme un conte sur le handicap et la manière de surmonter le handicap. Et donc il y a deux handicaps, il y a le handicap des personnes à qui il s'adresse, ces lecteurs qui ne peuvent pas encore lire, puis il y a le handicap vécu par les deux personnages, puisqu'il y a un aveugle et une personne qui est en train de perdre la vue. Et c'est l'histoire donc, de comment on peut surmonter le handicap et comment on peut trouver le plaisir des livres malgré son handicap, même si on a du mal de lire ou si on n'a plus la vue. Et ce qui m'a frappé en lisant votre œuvre, c'est que l'histoire des chapeaux rouges vous a réinspiré dans votre dernier livre, L'ivresse des livres, parce que dans ce recueil, il y a une autre histoire qui s'appelle Nagra, qui parle aussi d'un personnage qui a le même problème que Sébastien dans Les Chapeaux Rouges, c'est-à-dire une dégénérescence de la macula. Il a une réduction de son espérance de vue, et on comprend bien que la réduction de l'espérance de vue, c'est aussi la perte du goût de la vie. Et ces personnes-là vont se soigner à chaque fois par la lecture. Et donc, est-ce que les livres peuvent sauver ? Alors oui, ça c'est une des questions que j'aborde en particulier dans l'Ivresse des livres, effectivement, c'est quelles sont les fonctions que la littérature peut avoir. Dans le cas du lecteur non-voyant ou du lecteur qui est en train de perdre la vue, c'est vrai que c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup sur
qu'est-ce qu'on perçoit encore lorsqu'on perd un de ses sens? On pourrait imaginer que ce soit l'ouïe ou que ce soit la vue plutôt que la vue. Mais dans le cas des chapeaux rouges, il me semblait que en utilisant, en inventant un personnage d'aveugle et un personnage qui est en train de risquer de perdre la vue à cause d'une maladie, je parvenais à avoir une sorte de métaphore aussi sur ce que permet la littérature comme pour se sauver, disons, se sauver du monde d'une certaine manière, pour le comprendre mieux malgré les handicaps. Et finalement, le fait que mon personnage masculin dans les chapeaux rouges finisse par retrouver les réflexes de la vue en interrompant le processus de dégénérescence grâce à la lecture à voix haute, me permettait aussi de valoriser deux éléments. D'une part, la faculté je dirais presque neurologique des bouleversements que provoque la lecture de littérature dans le cerveau. Et d'autre part, cette capacité d'évocation qu'a la voix et qu'a la lecture, et je pensais à tous ces livres sonores qui existent maintenant et qui permettent d'entrer dans l'univers de la littérature à travers l'écoute. Et c'est un phénomène auquel moi je suis très, très sensible. Je me dis qu'il y a là peut-être une manière aussi de découvrir ou de faire découvrir la littérature, c'est d'utiliser la voix, la lecture à voix haute pour redécouvrir la beauté des textes et la beauté toute simple de la littérature. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose que vous bâtissez depuis très longtemps, puisque vous avez créé une sonothèque gigantesque d'entretien avec des écrivains, mais aussi avec des extraits de leurs œuvres lus par des écrivains. Donc, c'est quelque chose que vous défendez depuis très très longtemps. Oui, il y a une certaine cohérence. J'ai toujours été fasciné par la radio, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me fascine par toutes les possibilités d'évocation que permet l'écoute d'un texte, l'écoute d'une voix, l'écoute d'un témoignage. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai interviewé de très nombreux écrivains ou artistes ou plasticiens ou musiciens pour qu'ils évoquent avec leurs mots et avec leur phrasé et avec leur accent et avec la chanson de la voix les différentes facettes de leur art, ou pour les écrivains, d'entrer avec eux dans leur atelier d'écriture. C'est toujours très, très stimulant comme démarche de demander à un écrivain comment il écrit, comment l'inspiration lui vient, comment il invente, comment il travaille. Et bien souvent, ces questions-là débouchent sur des éléments beaucoup plus larges, sur l'œuvre complète de ces auteurs, bien davantage que sur le livre qui fait leur actualité. Et si on veut rentrer dans la cuisine du texte, de votre écriture sur les chapeaux rouges, est-ce que vous aviez l'envie de faire un clin d'œil au petit chapeau rouge, donc à un texte que pourraient lire les enfants de ces apprenants, et de réécrire, d'offrir une version un petit peu différente d'un petit chapeau rouge qui a certes perdu sa grand-mère, mais qui s'enfonce dans la forêt des livres où il n'y a pas de loup pour finir par se retrouver et retrouver sa voix et aider d'autres à trouver leur voix? Alors, je n'y ai pas pensé, je n'ai pensé qu'à la sonorité, les chapeaux rouges, effectivement, avec la référence au petit chaperon rouge, mais sans penser à une allusion, effectivement, que je découvre maintenant avec la grand-mère, effectivement, qui est un personnage central dans les chapeaux rouges. Mais j'ai choisi le titre uniquement parce que je voulais écrire une phrase dans ce livre, une phrase qui dit, et je la cite de mémoire, que si la grand-mère qui avait finalement pris en charge l'éducation de la petite fille avait une exigence à l'égard de cette petite fille, c'était une seule exigence, c'est qu'elle porte toujours un chapeau rouge. Et la raison pour laquelle cette grand-mère voulait absolument que la petite fille porte un chapeau rouge, c'était, et ça c'est la phrase que je voulais absolument mettre, pour que si elle se perd, lorsqu'on la retrouve, on la désigne comme étant non pas la petite fille à la canne blanche, mais la petite fille au chapeau rouge. Et c'était uniquement pour pouvoir introduire cette générosité de la grand-mère par rapport à la manière dont elle craignait qu'on traite sa petite fille si on la traitait comme une handicapée, comme une aveugle, comme une petite fille au bâton blanc, à la canne blanche. Je préférais qu'on l'appelle la petite fille au chapeau rouge. Donc,
de là les chapeaux rouges, qui est toute une collection de chapeaux rouges que la grand-mère a constituée pour sa petite fille, pour qu'elle ait toujours le plaisir d'être coquette en même temps que de porter les chapeaux rouges. Alors, si on en revient toujours à ce livre, il s'adresse non seulement à des francophones qui apprennent le français, mais il peut s'adresser à des migrants qui apprennent le français. Donc, il s'adresse non seulement à des francophones qui apprennent à lire, mais il peut aussi s'adresser à des migrants qui apprennent le français. Mais on peut imaginer que des enseignants qui veulent faire accrocher des adolescents à la lecture puissent y trouver vraiment de la matière, et toute cette collection est très intéressante aussi pour les enseignants, pour les adolescents. Alors, tout à fait, tout à fait. On peut dire qu'effectivement, il y a ce public d'adolescents qu'il peut être souhaitable d'initier à la littérature à travers des livres faciles d'accès. Et alors, j'ai découvert aussi j'ai découvert avec les autres auteurs et avec les promoteurs de la collection, que cette collection avait aussi une utilité à laquelle peut-être au départ on n'avait pas songé, qui était de donner un double instrument aux migrants non francophones qui s'installent en Belgique ou qui s'installent en France ou qui s'installent dans un pays francophone, qui était de leur permettre non seulement d'avoir un instrument pour apprendre la langue véhiculaire du pays dans lequel ils s'apprêtaient à s'installer, mais en plus, comme il s'agit de romans, c'est-à-dire d'histoires qui sont racontées, dont pour l'essentiel elles se situent dans leur pays d'accueil, c'était aussi une manière pour eux, à travers la littérature, de découvrir un mode de vie, d'acquérir une certaine familiarité avec ce qu'est cette population au sein de laquelle, espérons-le, ils parviendront à s'intégrer, ou de ces paysages qui ne leur sont pas familiers, ou de ces modes de vie en ville ou à la campagne qui n'appartiennent pas à leur mode de vie habituel. Et à travers le roman, c'est une manière d'apprivoiser ces différences. Oui, et c'est une caractéristique donc, de votre livre, c'est que c'est une plongée aussi de toute cette collection, c'est une plongée dans la Belgique, non seulement dans la littérature belge, ce sont des auteurs connus qu'ils pourront ensuite découvrir, ils pourront découvrir les autres textes, et puis cette collection est un parcours au sein de la Belgique, et donc dans votre livre, il y a beaucoup de références à Bruxelles, à Écossyne, à la galerie de la Reine. C'est un effet donc, que vous recherchez pour promener peut-être des lecteurs qui découvrent la Belgique au sein de Bruxelles et des paysages dans lesquels ils vont vivre. Absolument. Au départ, je voulais ancrer cette histoire effectivement dans des lieux que je connais, qui me sont familiers et que j'utilise également dans d'autres livres. Mais ce n'est qu'après coup, au moment où le livre a été publié, que je me suis rendu compte que finalement, étant donné que le public de ce livre est beaucoup plus large que le public initialement prévu, je dirais, qu'il y a effectivement dans le fait que ce livre soit ancré à Bruxelles et raconte le quotidien en quelque sorte d'un jeune couple à Bruxelles, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, les cafés, la galerie Bortier, les librairies, qu'il y a là aussi une possibilité pour le lecteur, cette fois-ci qui ne connaît pas la Belgique, qui est migrant, qui vient en Belgique et qui apprend en même temps le français, c'est une possibilité qui est donnée d'apprendre un peu le mode de vie dans une ville comme Bruxelles, de personnes qui sont celles que cette migrante va côtoyer au jour le jour en découvrant des habitudes et des modes de vie et qui sont différents de ceux du pays d'origine. Alors, on a parlé de différents publics auxquels s'adresse cette collection, donc les francophones, les adultes francophones qui apprennent la lecture, des migrants non francophones, puis aussi donc les adolescents. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient aussi souvent dans votre œuvre, c'est qu'est-ce que la littérature peut faire pour l'éducation, pour l'insertion des jeunes gens, parfois même des jeunes gens délinquants. Et il y a une nouvelle qui est très très belle dans votre livre, L'ivresse des livres, qui s'appelle Que justice soit faite, qui explique comment la littérature peut aussi sauver des jeunes gens dans un moment de leur vie où ils sont dans un état d'errance et leur permettre de trouver de nouvelles valeurs. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette nouvelle ? Alors, absolument, mais sur la fonction de la littérature en dehors du bonheur de lire ou du plaisir esthétique, simplement de découvrir une œuvre littéraire,
Je pense qu'effectivement, la littérature, et j'en parle dans différentes nouvelles de ce recueil que vous évoquez, L'ivresse des livres, la littérature peut aussi avoir d'autres fonctions. Et dans le cas de la nouvelle que vous évoquez, j'ai été frappé en découvrant une information concernant une juge pour enfants, une juge de la jeunesse aux États-Unis, qui avait condamné 5 délinquants, des délinquants qui avaient commis des actes avérés de vandalisme en saccageant avec des croix gammées les murs d'un musée, qui en fait était un musée qui était l'école, la première école qui avait été installée dans cette ville des États-Unis pour les écoliers noirs, à l'époque de la ségrégation, à l'époque du combat pour l'égalité entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Et cette juge, lorsqu'elle a été confrontée avec ces jeunes délinquants, donc aujourd'hui, en 2018 ou 2019, lorsqu'elle a été confrontée à ces jeunes délinquants, elle avait le choix de leur infliger une peine traditionnelle qui est d'aller dans un centre fermé, ou alors, et elle a eu cette inspiration, je trouve formidable, elle leur a infligé la peine suivante, qui est de lire à l'intérieur d'une liste de 100 romans, d'en lire 5 et d'en faire un compte-rendu pendant les 5 mois de leur peine. Et donc, ces jeunes gens ont découvert ainsi, par les choix littéraire que leur avait imposé la juge, une série de romans fondamentaux sur le racisme, la tolérance, la bienveillance, l'importance de l'histoire, et toute une série de romans dans lesquels ils ont pu peut-être avoir les yeux ouverts davantage que s'ils avaient été enfermés dans un centre fermé. Et donc je trouvais que c'était là, j'ai réécrit ceci sous forme de nouvelles, mais je trouvais qu'il y avait là un vrai exemple de ce que la littérature peut permettre. Un autre aspect que j'évoque, c'est les effets que la littérature a sur la capacité de développer l'empathie du lecteur, sa capacité de bienveillance et de tolérance. Et là, c'est un constat qui a été fait notamment et publié dans la revue de Lancet, donc une revue scientifique très sérieuse, qui indiquait que au plus un individu X a lu de livres de littérature, au plus sa capacité de tolérance, d'empathie et de compréhension de l'autre est grande, simplement par le fait que par la littérature, il a vécu toute une série de vies auxquelles il n'aurait pas eu accès dans son monde réel. Et par ailleurs, cette étude poursuivait en indiquant qu'au plus la qualité littéraire des livres lus était élevée, au plus ce phénomène-là s'observait rapidement. Ce qui veut dire qu'au plus vous allez lire Victor Hugo ou Rimbaud ou Verlaine ou d'autres grands noms de la littérature, au plus ce processus de compréhension de ce qu'est l'autre, de ce qu'est la différence, va être aigu et va être prononcé. Oui, c'est d'ailleurs ce qui va arriver à Sébastien, parce que Sébastien, dans le livre, est un moment de sa vie où il est fort désabusé, et puis soudain, il va retrouver l'espérance de vue et l'espérance de vie en pratiquant la lecture de manière intensive et la lecture pour autrui comme un moyen de partage avec l'autre. C'est une des très belles leçons des chapeaux rouges. Et il faudrait la rapprocher peut-être de la première nouvelle de L'ivresse des livres, qui est une terrible dystopie où on croit que ça se passe dans une librairie normale, et puis à la dernière ligne de la nouvelle, on se rend compte qu'en réalité, cette librairie est juste une attraction dans un parc d'attractions évoquant la vie passée. Alors, est-ce que la disparition des librairies, la disparition du livre, ce serait vraiment le signe d'une dégénérescence de l'humanité, peut-être de la perte de l'humanité? Alors oui, effectivement, cette nouvelle-là est celle qui ouvre le recueil avec elle s'appelle le pavillon de lecture, avec ce pavillon de lecture dont on découvre qu'il est en fait comme dans ces parcs mérovingiens où on voit la manière de vivre des Gaulois, ou dans ces reproductions de lieux de vie qui n'existent plus. J'avais imaginé que se trouve effectivement une librairie qui aurait été la dernière d'un parc d'attractions que par ailleurs plus personne ne va visiter. Et
la nouvelle qui clôture le recueil est une nouvelle qui, en quelque sorte, qui répond à cette dystopie du départ et à cette crainte que le livre disparaisse. C'est une histoire qui s'appelle Le livre premier et qui raconte, qui se situe dans un pays totalitaire. On peut lui donner des noms facilement. Ça peut être la Turquie, ça peut être la Chine, ça peut être d'autres pays totalitaires ou d'autres époques où des régimes totalitaires ont pratiqué la destruction systématique de tous les livres, ce qui montre bien d'une part l'importance du livre. Si dans des pays totalitaires, on veut les détruire, ça veut dire qu'ils sont porteurs de beaucoup plus de choses fortes que simplement de raconter des histoires. Mais ce livre-là, cette nouvelle-là se termine quand même par une note d'espoir, puisque un des écrivains qui est emprisonné dans un bagne, dans un pénitencier, où il est condamné à détruire tous les livres que des camions ramènent du pays, il parvient à sauver quelques pages de chacun des livres, de chacun des containers de livres qu'il jette dans une espèce de haut fourneau. Il parvient à sortir quelques pages par-ci, par-là et reconstituer ce qui deviendra le livre premier à la fin de la nouvelle, lorsque, espérons-le, le régime dictatorial aura cessé d'être. Oui, et cette nouvelle fait un peu écho à votre engagement dans le cadre du Pen Club, puisque vous avez recréé le Pen Club de Belgique, dont vous avez assuré la présidence. Et est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution et son rapport justement avec ces questions qui travaillent vers votre œuvre? Alors oui, le PEN international est une institution presque centenaire. Elle a été créée en 1921 par une poétesse. Ce n'est pas indifférent que ce soit une femme qui ait créé une association comme celle-là, qui regroupait au départ un petit nombre d'écrivains que Catherine Dawson Scott avait voulu réunir lors d'un dîner un soir à Londres en 1921, donc 3 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, et elle avait proposé à ses écrivains de constituer un club. On est en Angleterre, donc on fonctionne beaucoup avec des clubs. Un club dans lequel les écrivains très connus qui étaient autour de sa table, très connus au niveau européen et au niveau international, ces écrivains auraient la fonction d'être des ambassadeurs de bonne volonté auprès des gouvernements pour que les préoccupations de paix, de tolérance, de préservation d'une certaine forme de prospérité intellectuelle soient bien prises en compte par ces gouvernements. Et de fil en aiguille, ce club de 1921 s'est élargi et compte aujourd'hui plus de 140 centres nationaux et régionaux dans le monde, en se préoccupant principalement, moins prioritairement des problèmes de paix dans le monde que du respect de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits humains, article 19 qui prévoit le droit à la liberté d'expression. Et donc, j'allais dire Amnesty International parce que ce sont deux associations proches, PEN International, dans toutes ses composantes nationales et régionales, vise à protéger des écrivains menacés dans les pays totalitaires, justement, qu'on évoquait, menacés ou agressés ou injustement emprisonnés, de les protéger, de les sortir de prison dans le meilleur des cas et de garantir la liberté d'expression partout où elle est menacée. Un grand merci à vous. Et donc, je rappelle votre livre, Les Chapeaux rouges, paru dans la collection La Traversée chez Weyrich, cette collection donc, qui reçoit le prix Joseph Hans 2020, un prix qui est rendu par l'association Charles Plisny. Merci beaucoup à vous.